Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de vous présenter mes co-intervenants. Je suis Stanley Kless, moi je suis avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et également depuis une petite année maintenant membre du réseau RCM. C'est le réseau cybermenace de la police nationale, donc c'est un système de réservistes qui permet d'accompagner les entreprises dans le cadre de sensibilisation au piratage et au ransomware qui se propage en ce moment. Et c'est un petit peu le cadre de l'intervention aujourd'hui, donc de parler de cybersécurité et de parler de la réaction police-justice dans le cadre de cette de tentative de piratage ou de piratage réussi. Et j'ai avec moi aujourd'hui Baptiste Robert, qu'on pourrait qualifier de hacker white hat, dans le sens où, au-delà de, sans vouloir au contraire pirater les entreprises, il fait le maximum pour essayer de détecter les failles de sécurité et pouvoir les anticiper. Il va pouvoir vous faire part de son expérience et de ce qu'il constate aujourd'hui en termes de menaces et de principales menaces sur la cybersécurité. Et qui travaille donc pour la société Predicta Lab. J'aurai en suivant l'intervention de monsieur Antoine Dufour, qui est commissaire de police à Toulouse, qui est en charge de la brigade financière et cybersécurité et qui aura l'occasion de vous expliquer l'importance, dès lors qu'il y a une attaque ou un soupçon d'attaque, de déposer plainte le plus rapidement possible, de figer la scène de crime et de vous faire assister, y compris dans la négociation qu'il peut y avoir avec les pirates. En suivant, on aura l'intervention en principe à distance de monsieur Stéphane Tesson, qui lui est chef d'entreprise et avait été victime d'une cyberattaque et avait, grâce à des actions de remédiation, réussi à déchiffrer le cryptolocker et du coup à sauver l'entreprise derrière. Donc il y a un succès réussi et un happy end, donc ça mérite d'être raconté. Et enfin, je reprendrai la parole à la fin pour vous présenter un petit peu la situation une fois qu'on a été piraté, une fois qu'on a déposé plainte, une fois qu'on a, le cas échéant, dans le meilleur des cas, déverrouillé les ordis. Qu'est-ce qu'on va avoir comme recours par rapport aux prestataires informatiques, par rapport aux assureurs, par rapport aux personnes indélicates et surtout à l'auteur de l'infraction. Et donc, qu'est-ce qui vous attend derrière en termes d'action. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Baptiste Robert sur cette présentation donc, des attaques à la mode en ce moment. Merci. Merci pour cette présentation. Merci à vous d'être venu de bon matin. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les risques cyber d'aujourd'hui, d'actualité et les risques pour votre entreprise. Avant de partir dans les risques les uns après les autres, il faut parler de deux notions qui sont extrêmement importantes, qui vont être dans un premier temps le modèle de menace. Quand on fait de la sécurité, on dit « Ok, il faut que je trouve une solution pour sécuriser mon entreprise ». Très bien. Mais contre qui, contre quoi on essaie de se sécuriser déjà dans un premier temps. Donc si vous êtes un avocat, si vous êtes un journaliste, si vous êtes un commissaire de police, vous n'avez pas le même modèle de menace qu'un employé de bureau, on va dire, lambda. Et donc de fait, les mesures de protection que vous devez mettre en face ne sont pas les mêmes. C'est normal. Si vous êtes un journaliste qui travaille dans la rubrique des faits divers, vous n'avez pas le même modèle de menace qu'un journaliste de guerre qui est sur un terrain, sur une zone de conflit. Donc, de fait, vous devez adapter les mesures de protection qu'il y a en face. Donc ça, c'est la première notion qui est extrêmement importante. La deuxième, ça va être la notion de surface d'attaque. Vous avez déterminé potentiellement qui sont vos attaquants. Il va falloir déterminer comment ces potentiels attaquants vont rentrer dans votre périmètre. Donc vous êtes par exemple une entreprise dans un secteur très concurrentiel, vous avez des concurrents qui sont prêts à tout pour gagner du marché. Comment ils vont pouvoir vous attaquer? Comment ils vont pouvoir pénétrer dans votre réseau? Et pour ça, c'est très important d'avoir beaucoup de process autour. Typiquement, vous êtes dans un grand bâtiment comme ça, vous êtes dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de faire l'inventaire de tous les appareils qui sont connectés au sein de votre entreprise? Qui est connecté à quoi? Qui est connecté à Internet? Quels ports sont ouverts sur chacune des machines? Quel est le système d'exploitation qui tourne sur ces machines-là?
Est-ce que ce sont des systèmes d'exploitation qui sont tous à jour? Et quels sont les services qu'on utilise? Est-ce que tous les services sont à jour? Est-ce que ces services comportent des failles de sécurité? Est-ce qu'on a quelqu'un en interne qui fait une veille sur les dernières failles de sécurité qui sortent? Dans le cas où un vendredi soir, quelqu'un a eu la très bonne idée, quelqu'un comme moi a eu la très bonne idée de sortir comme ça, sans crier garde, une faille de sécurité sur un service connu, est-ce qu'on a quelqu'un, nous, en interne, qui fait de la veille sur ce sujet? Est-ce qu'on est capable, un samedi matin, de mettre en place le correctif? C'est des questions qu'il faut se poser quand on est une entreprise, quand on est une organisation, à tous les niveaux, quelle que soit sa taille, pour mettre en face des réponses. Et donc la sécurité, c'est beaucoup de questions, c'est du process, c'est des ressources qualifiées, c'est évident, mais c'est aussi une organisation à mettre en place pour pouvoir ensuite mettre les bonnes solutions techniques en face des bons problèmes. Et pour présenter, donc pour passer un petit peu les différentes menaces en revue, les différents risques, aujourd'hui on parle beaucoup des ransomware. Les ransomware, ça fait beaucoup l'actualité. On a vu qu'on a des attaquants aujourd'hui qui sont des gangs, des cybercriminels qui sont extrêmement bien organisés et qui n'ont qu'une seule motivation qui va être la plupart du temps l'argent. Le but du jeu est de faire de l'argent, ils sont extrêmement bien organisés et comme de la criminalité classique et au sens large, ils ont une organisation, ils ont des process, ils ont une manière de faire et ils sont de plus en plus efficaces et extrêmement bons dans ce qu'ils font aujourd'hui. Là, comment ça se passe? Et on va le voir ensuite avec les intervenants qui vont suivre. La plupart du temps, lorsque vous êtes attaqué par un ransomware, si vous ne payez pas la rançon, ils n'ont aucun état d'âme. C'est-à-dire que vous soyez un hôpital, une infrastructure critique ou autre, la plupart du temps, ils vont, pour faire pression, essayer de publier sur leur blog, sur leur site, qui se trouve généralement sur le dark web, toute une partie ou une partie des informations liées à l'entreprise. Puisque quand vous faites rançonner, la première opération des attaquants va être d'exfiltrer un maximum de données appartenant à l'entreprise. Le deuxième risque global, il va être ce qu'on appelle les data leaks, les fuites de données. Donc les fuites de données, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui fait beaucoup l'actualité également ces derniers temps. Aujourd'hui, on a vu, enfin, il y a quelques semaines, quelques mois, on a vu LinkedIn a fait fuiter 500 millions de profils. Facebook a fait fuiter X millions de profils. On voit que les fuites de données est un vrai sujet. Donc quand on est une entreprise, par exemple qu'on développe un produit, qu'on développe un site internet, il faut aussi se poser cette question-là. En tant que project manager, vous êtes responsable de votre produit, vous êtes responsable de votre projet, vous êtes développeur. À tous les niveaux, il faut se poser la question et de se dire, de prendre du recul, un petit peu reculer sa chaise de son bureau et de se dire, ok, si demain je suis extérieur à la société, j'ai accès à mon produit qui est accès publiquement, ou alors je suis un client, je suis un de nos clients et je veux récupérer un maximum d'informations sur des personnes qui utilisent notre produit. Comment il va faire ? Par quels moyens il va essayer de rentrer dans le système et comment il peut automatiser ça? Puisque la plupart des fuites de données qu'on a vues jusqu'à maintenant, alors pas la plupart, mais les plus grosses aujourd'hui, que c'est sur Facebook ou sur LinkedIn par exemple, celles que j'ai citées, c'était la plupart du temps du scrapping. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont disponibles publiquement à tout le monde. Il n'y a pas de faille de sécurité, il n'y a pas eu d'exploitation. C'est juste que c'est des gens un peu malins qui ont exploité le système de manière à automatiser à une très très large échelle et la récupération d'informations. Ça, c'est la partie, entre guillemets, publique, un peu malin, où on a des gens qui ont récupéré de l'information publique. Il y a des informations qui sont un peu moins publiques. Parfois, on a ce qu'on appelle des API. Donc, les API, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de faire fonctionner un service.
on a des méthodes qui sont un peu trop parlantes. Typiquement, il y a un exemple que je prends souvent, qui est l'exemple du Twitter indien. L'Inde s'est lancé le défi de remplacer toutes les applications chinoises par un équivalent indien il y a quelques mois. Ils ont sorti une application qui s'appelle Koo, K-O-O, et cette application, en fait, en regardant au bout de 30 minutes, je me suis rendu compte que quand on récupérait un profil via l'application, si on écoutait les communications faites entre le serveur de l'entreprise et l'application mobile, on avait les informations qui étaient montrées à l'écran, certes, mais également on avait le statut marital, le nom de jeune fille, le nom du père, la date de naissance, l'adresse email. On avait plein d'informations personnelles. Et donc, en tant qu'entreprise, c'est important aussi de comprendre à tous les échelons qu'il faut faire extrêmement attention à la donnée que vous ressortez de votre service, à tous les niveaux. Plus que c'est pas parce que c'est pas à l'écran que, en fait, on peut pas le voir. Il y aura toujours quelqu'un qui va aller chercher, qui va aller non seulement chercher l'information, mais qui en plus va essayer d'automatiser la récupération de cette information. Ça, c'est extrêmement important. Et après, pour finir sur un aspect un peu plus amusant, ce qui est important de dire, c'est que la sécurité concerne tout le monde. Et les exemples d'entreprises, d'organisations touchées, il y en a plein. J'ai notamment travaillé sur une application, l'application CHAP, qui revient un petit peu à la mode, qui est l'application de messagerie du gouvernement français, où le jour du lancement, j'ai trouvé une faille de sécurité qui permettait de m'inscrire. Trouver une faille de sécurité dans un rosaire connecté qui avait été créé par le Vatican. Trouver une faille de sécurité dans une application faite par les républicains, une application de dating pour trouver l'amour quand on est républicain. Tout ça pour dire que vous soyez une entreprise privée, que vous soyez un parti politique, que vous soyez même un gouvernement ou même un petit pays, vous allez forcément être à la merci des hackers. Vos produits vont forcément avoir des failles de sécurité. Et vous êtes à risque, c'est une évidence. La question, c'est de se dire, c'est pas de se dire quand est-ce que je vais me faire hacker, est-ce que mon produit possède des failles de sécurité, est-ce que quelqu'un va profiter de ces failles-là, mais c'est plutôt de se dire, ok, dans le cas où je vais me faire attaquer, c'est certain, je sais pas quand, mais je vais me faire attaquer, qu'est-ce que je mets en face? Comment je remédie à ces choses-là? Et pour finir sur cette note un peu plus positive, un des moyens, ça va être, et je crois vraiment à cet aspect, c'est vraiment le dialogue. Être à l'écoute des personnes qui sont bienveillantes, et il y en a quelques-unes dans ce domaine-là, et de dire, ok, si j'ai quelqu'un qui trouve une faille de sécurité dans mon produit, je dois lui mettre à disposition facilement le moyen de me contacter, le moyen qu'il puisse, de manière anonyme, si possible, qu'il puisse m'envoyer la faille de sécurité et d'être à l'écoute, pas forcément menaçant, et même à la rigueur de le récompenser. Voilà. Merci beaucoup Baptiste Robert pour ce rappel de la situation un petit peu anxiogène qu'on vit en ce moment. Et effectivement, comme vous l'avez compris, la menace aujourd'hui vient de tous les côtés et surtout vise tout type d'entreprise, voire même des particuliers. Pendant longtemps, c'était réservé à ceux qui détenaient des masses de données importantes, confidentielles, sensibles, etc. Là aujourd'hui, comme l'a rappelé Baptiste, l'enjeu il est uniquement financier et les attaques se font au hasard. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, petite entreprise ou même particulier peut demain se recevoir un crypto-locker et se retrouver avec l'ensemble de son système d'information totalement verrouillé, c'est-à-dire plus de factures, plus de comptabilité, plus de fichiers clients. Et donc, globalement, la vie de l'entreprise s'arrête du jour au lendemain. Les salariés arrivent dans l'entreprise le matin pour travailler et l'outil de travail n'est pas là. Il n'y a plus d'ordi disponible. Tous les ordis ont été arrêtés. Et donc, confronté à cette situation-là, il y a un certain nombre de réflexes à avoir, donc réflexes techniques bien évidemment, mais réflexes également juridiques et judiciaires, et de ne pas rester seul face à ce type d'attaque. Et alors, il ne s'agit pas forcément de le raconter à la terre entière, la confidentialité est très importante et on est tous sensibles à notre image commerciale, mais il est fondamental de déposer plainte, de se faire assister, accompagner,
pour que notamment les dépôts de plainte les plus nombreux puissent permettre derrière des enquêtes approfondies et de retrouver les auteurs des piratages et de les poursuivre en suivant. Donc c'est dans ce cadre que je laisse la parole à Antoine Dufour, donc commissaire de police à Toulouse, qui va nous présenter donc les actions de la police et de la justice derrière dans cette matière. Merci. Merci Stanley. Bonjour à tous. Donc Antoine Dufour, je représente la police judiciaire aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment la police peut vous accompagner si vous êtes victime d'une attaque cyber. Un accompagnement qui est à la fois dans la prévention, c'est ce que je fais aujourd'hui auprès de vous, pour vous sensibiliser sur comment se protéger avec des intervenants qui vous expliquent techniquement quels sont les risques et comment vous protéger d'une attaque. Et évidemment, un volet derrière répressif pour la police, de mener des enquêtes et vous accompagner dans votre démarche pour résoudre le problème de l'attaque et en même temps rechercher les auteurs, les identifier et les livrer à la justice. Alors évidemment aujourd'hui, on l'a bien compris, on est face à des professionnels qui s'attaquent, que ce soit des TPE, des PME, des grands groupes, avec un objectif important, c'est la recherche d'argent évidemment. L'objectif lucratif, c'est d'obtenir de l'argent ou dans d'autres thématiques, porter préjudice tout simplement à la société, à l'entreprise, porter atteinte à son image pour des raisons évidemment qui peuvent être très variables d'une attaque à une autre. Mais au quotidien, les principales attaques portent notamment quand même sur la volonté lucrative. Et à ce titre, vous pouvez être confronté à une difficulté en cas d'attaque. C'est est-ce que je dépose plainte et ça risque de se savoir, ou est-ce que je vais tout simplement régler ça avec l'attaquant, avec le hacker. Je vais régler ça discrètement avec lui, il me demande une rançon, je vais la payer, il n'y a pas de souci pour résoudre le problème. Voilà. Vous pouvez être confronté à cette question-là, et qu'est-ce que la police va pouvoir faire dans tout ça? Alors si vous êtes victime par exemple d'un rançongiciel, tout va être crypté, panique à bord, comment on résout ce problème-là? Nous, au niveau policier, on demande aux gens de contacter la police, de déposer plainte dans un second temps, simplement parce que déjà on peut vous assister dans la gestion de cette problématique. Vous expliquer est-ce que ça a été fait, déjà sur un aspect purement technique, et dans un deuxième temps, pour nous, pour notre enquête, vous orienter sur comment vous allez pouvoir réagir, qu'est-ce que vous devez faire pour porter les faits à notre connaissance et faire un dépôt de plainte. Alors, face à une cyberattaque, un des premiers réflexes pourrait être de débrancher tout simplement les ordinateurs et de se dire tout est en train d'être, tout est déjà crypté, je débranche les ordinateurs pour mettre fin et éteindre l'incendie. Nous, ce qu'on demande, puisque comme dans toute enquête policière, on recherche finalement des éléments de preuve, en matière numérique, la preuve, c'est ce qu'il y a sur les ordinateurs. Et les ordinateurs, pour conserver le maximum d'informations sur l'attaquant, sur le mode opératoire qui a été suivi, c'est tout simplement de laisser les machines électriquement branchées, en revanche de les déconnecter du réseau, de les isoler pour que la contamination ne puisse pas se poursuivre sur d'autres ordinateurs du réseau ou d'autres supports. Donc le premier réflexe que vous devez avoir dans ce genre d'événement, c'est évidemment d'isoler les machines qui sont contaminées ou susceptibles de l'être. Derrière, de confiner tous les supports informatiques que vous pouvez avoir, parce qu'on peut avoir le réflexe de gérer l'aspect post-informatique, mais est-ce qu'on a pensé à gérer l'aspect tout simplement clé USB, disque dur, qui pouvait être branché sur ces supports informatiques. Donc là aussi, il y a ce réflexe à avoir. Et également, l'objectif, c'est de sauvegarder le maximum de données que vous allez ensuite pouvoir communiquer à la police pour que nous, on puisse vous accompagner au départ donc, dans la gestion de ce problème-là et ensuite dans la recherche des délinquants. Donc, une fois que tout ça a été fait, il y a nécessairement également un travail en interne à mener. En interne, c'est pour comprendre comment le hacker a pu rentrer, comment le système a pu être corrompu et comment on en est arrivé là. C'est aussi une sorte de débriefing derrière pour remédier à cette problématique et être capable de ne plus se faire avoir. Alors, sur la question de l'accompagnement de la police, je vous disais, nous, évidemment, on conseille aux gens de ne pas déposer plainte, oui, pardon. En revanche, on conseille aux gens tout simplement de ne pas payer la rançon. La réponse, ma phrase peut interpeller, pourquoi on ne paierait pas la rançon? Alors, la rançon, nous, on déconseille de la payer parce qu'en payant une rançon, vous pouvez peut-être régler le problème, mais ce n'est pas sûr. La personne qui vous a attaqué peut tout simplement ne pas vous débloquer votre réseau qui a été chiffré. Ou alors, il peut le débloquer, mais vous réattaquer quelques mois après avec le même mode opératoire, puisqu'il sait que vous êtes capable de payer. Donc, on déconseille aux gens de payer pour ce premier point. Et le deuxième, c'est tout simplement, si vous payez,
vous lui donnez des moyens financiers qui vont lui permettre de monter en gamme et en compétences sur ses capacités techniques de vous attaquer ou d'attaquer notre société. Et c'est en fait un cercle vicieux qui s'auto-entretient, puisque les sociétés payent, parfois les assurances couvrent aussi ce risque-là, et derrière, on entretient un système criminel qui est encouragé à attaquer la victime d'après, la suivante, voire de revenir sur la première personne qui avait été victime et qui avait accepté de payer. Donc évidemment, on déconseille de payer. Le premier réflexe, une fois que l'aspect purement technique a été traité, c'est de contacter les services de police ou de gendarmerie. Il y a des points de contact à ce niveau. Alors ça peut passer tout simplement par un appel au commissariat près de chez vous ou de la brigade de gendarmerie. Mais comme on est sur des thématiques quand même techniques, il est important aussi de se rapprocher d'un service spécialisé que vous retrouverez soit en gendarmerie, soit en police, dans les deux cas. Typiquement, au niveau policier, on a une adresse mail de réceptacle pour ce type de problème qu'on a créé, qu'on a mis en place, qui est à votre disposition à la sortie avec des petits fascicules, qui vous permet de vous rapprocher de nous. On vous donnera des coordonnées téléphoniques derrière pour vous conseiller en direct. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de déposer plainte parce que évidemment, on est face à une problématique internationale avec des escrocs, des attaquants qui essayent de se dissimuler, qui passent par tout un tas de moyens techniques et financiers pour dissimuler leur attaque et qu'on ne puisse pas remonter le fil. Mais notre travail, nous, policiers ou gendarmes, c'est derrière de remonter ce fil rouge jusqu'à ces équipes d'attaquants. Alors évidemment, le taux de résultat, c'est pas 100%, vous en doutez, on est face à une véritable criminalité organisée qui est internationale. En revanche, le fait de déposer plainte, ça nous permet, nous, de récupérer des éléments objectifs qu'on va pouvoir rapprocher d'autres dossiers, puisqu'évidemment, vous n'êtes pas les seules victimes, et vous ne serez pas les seules victimes de ces attaquants, et de faire des ponts, de relier des dossiers à d'autres. Il y a des dossiers sur lesquels on peut trouver un point d'accroche qui permet de remonter sur le niveau supérieur, de trouver la personne où est-ce qu'elle est géographiquement, de remonter petit à petit. Et le fait de déposer plainte, vous allez nourrir notre enquête pénale et toutes les autres enquêtes des faits dont vous avez été victime. Et enfin, j'insisterai sur le dernier point. On évoquait la problématique donc, du chiffrage de vos données. Quand il y a un chiffrage de données avec un rançongiciel et une volonté d'être payé au niveau de l'attaquant, il y a cet aspect-là, mais il y a également aussi le vol de données qui peut être dissimulé derrière. Et en tant que chef d'entreprise, vous êtes garant, vous êtes responsable de la donnée que vous avez, dont vous êtes propriétaire, qui peut être une donnée concernant des personnes privées et pour lesquelles, évidemment, vous êtes responsable du contenu. Alors évidemment, quand il y a une attaque, vous êtes censé, s'il y a un vol de données personnelles, le signaler à la CNIL, signaler ce vol de données aux personnes qui sont concernées, aux victimes dont les données ont été volées. Et si vous ne déposez pas plainte, vous pouvez vous retrouver dans une situation où quelques mois après le rançongiciel que vous pensez avoir résolu en payant la rançon, vous pouvez vous retrouver avec des données personnelles qui vont être divulguées en ligne et on se rend compte finalement que ces données-là ne peuvent venir que d'un endroit, c'est de votre entreprise. Et là où au départ il y a une volonté de protéger l'image de la société en ne déposant pas plainte et en gardant secret l'attaque par rançongiciel, vous pouvez vous retrouver dans un deuxième temps avec une véritable menace à votre image puisque vous avez dissimulé cette attaque qui en fait, en plus d'avoir crypté vos données, a volé des données et les a divulguées ou les a tout simplement vendues. Et donc là, pour le coup, l'atteinte à l'image peut être très importante aussi pour la société. Donc voilà, c'est pour ça, je vais en terminer là, qu'il est évidemment primordial de déposer plainte. Vous serez assisté tout au long de la problématique technique par des services de police qui prendront en charge en parallèle l'aspect enquête. Donc évidemment, déposer plainte, que ce soit en police ou en gendarmerie. Le dépôt de plainte est classique, c'est comme pour tout type de dépôt de plainte sur l'aspect formel. Et ce qu'on vous demande en revanche, c'est d'être capable de faire la plainte, de faire témoigner la personne qui est la plus à même de décrire l'incident et d'expliquer comment il s'est déroulé, qu'est-ce qui a été fait et comment on peut sortir des éléments de preuve de vos systèmes informatiques. Voilà, donc déposer plainte. Merci beaucoup Antoine et je réinsiste sur le fait évidemment que les dépôts de plainte ne donnent pas lieu à une publication dans la presse en suivant, donc évidemment tout ça reste confidentiel, ne ressort pas et si ça doit ressortir, c'est à l'initiative du chef d'entreprise qui peut avoir l'obligation dans certains cas de déclarer à la CNIL par exemple des violations de données, etc. Mais ça se fait pas dans le dos des chefs d'entreprise. Donc
C'est important de le rappeler. Également se développent doucement dans certaines villes des labos qui permettent éventuellement d'assister les personnes victimes d'infractions et qui peuvent dans certains cas arriver à les sauver. De la même manière, on retrouve maintenant tout un tas d'entreprises qui sont labellisées par l'ANSSI pour pouvoir intervenir suite à des cyberattaques. Donc l'idée c'est de ne pas faire appel à n'importe qui dans ce type d'attaque, donc de faire appel à des professionnels compétents et référencés. Et donc je vais passer la parole, normalement il est en ligne et il va témoigner à distance, à Stéphane Tesson qui avait fait l'objet d'une cyberattaque et d'une remédiation derrière avec un succès notable. Et donc est-ce qu'on peut le basculer? Je ne sais pas comment ça marche. Oui, tu m'entends? Parfait. Je vous entends. Impeccable. Bah écoutez, je vous laisse la parole et pour ce récit et ce je ne happy sais end. pas si vous m'entendez correctement. Si c'est bon, le signal est bon pour vous? C'est parfait. Bon. Donc très rapidement, je m'appelle Stéphane Tesson, je suis dirigeant d'une entreprise dans le secteur de l'audiovisuel depuis 2010. Et comme ce n'était pas notre métier, nous avons souhaité sous-traiter toute la partie infogérance à une société tierce. C'est ce que nous avons fait. Et au mois de septembre 2020, pour que je fasse attention aux dates, 2019, pardon, nous avons été victimes d'une attaque. Le matin, avec mon associé, nous sommes arrivés au bureau. Les ordinateurs n'ont pas démarré et nous avions sur l'ensemble des imprimantes un papier disant que nous avions été victimes d'une attaque pirate et que si nous souhaitions pouvoir récupérer l'accès à notre outil de travail, il fallait que nous payions à l'époque, je crois que c'était un bitcoin par serveur. Bien évidemment, le premier réflexe a été d'appeler la société d'infogérance pour leur expliquer la situation et leur demander de réactiver nos sauvegardes en se disant bon, c'est 24-48 heures que je devrais rentrer dans l'ordre. Sauf que force a été de constater qu'ils étaient incapables de remonter les données. Immédiatement, donc avec mon associé, on a décidé d'aller porter plainte. Et nous avons eu la chance d'être pris en charge quasi immédiatement par le SRPJ de Montpellier, puisque c'est de là que nous dépendons. Et ça a permis très rapidement de bloquer et de mettre la main sur les serveurs distants qui avaient été l'objet de l'attaque. Et ça a été fondamental parce que ça a permis de travailler dessus, de récupérer les données, en tout cas partiellement. Bien évidemment, nous n'avons pas souhaité, alors ça c'était notre choix, mais chacun après réagit un peu selon son cœur, j'ai envie de dire. Nous avons le choix effectivement de ne absolument pas payer le bitcoin. Néanmoins, enfin de payer la rançon. Néanmoins, on s'est aussi attaché à ne pas rompre immédiatement le contact avec les hackers en espérant pouvoir récupérer quelques informations qui nous ont été d'ailleurs très très profitables dans la suite pour pouvoir hacker le hacker, parce que au final c'est un petit peu ce que l'on a fait pour récupérer nos informations. Donc les conséquences de ça a été d'abord le traumatisme, effectivement, comme je l'ai entendu tout à l'heure pendant la conférence. Vous arrivez le matin et puis vos collègues arrivent et vous dites aujourd'hui on ne va pas travailler. Et puis quand vous vous rendez compte que la société d'infogérance n'a pas fait son travail, vous vous dites c'est pas une journée que je vais pas travailler, c'est 2 jours, 3 jours, une semaine. Et puis après, vous dites l'outil est par terre. Et ça, c'est un très, très grand traumatisme. Alors, les bons réflexes, ils vous ont été donnés, je crois, tout au long, que ce soit par monsieur le commissaire ou par les différents intervenants. Effectivement, le dépôt de plainte. Effectivement, je vais pas revenir sur les aspects techniques de garder les ordinateurs et de les couper sur l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment pas notre domaine de compétence. Et puis après, ce sont des conséquences humaines. Comment je fais pour maintenir les troupes? Comment je fais pour maintenir la motivation? Comment moi-même j'encaisse, parce qu'à un moment vous vous dites ça fait 10 ans que je travaille dans la société, c'est mon outil de survie, ce que je veux dire, c'est ce qui fait bouillir la marmite à la fin du mois, et vous prenez conscience que pour autant que nous avions fait correctement, c'est-à-dire que c'est pas notre compétence, on va chercher ailleurs, et vous vous retrouvez un matin en vous disant je sais pas ce que je vais donner à manger à mes enfants à la fin du mois, alors que globalement vous avez tout fait. Donc tous ces aspects-là, voilà, le premier réflexe c'est le dépôt de plainte. Nous on a eu la chance d'être immédiatement pris en charge et de pouvoir récupérer et sécuriser l'ensemble des ordinateurs ou serveurs qui sont incriminés.
avec une complexité supplémentaire en ce qui nous concerne, c'est que ces éléments-là étaient détenus par une entreprise tierce dont c'était le métier. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pris le taureau par les cornes. On a d'abord revenu à des méthodes de travail antérieures, c'est-à-dire que nous avions la chance d'avoir beaucoup d'archives papier au sein de l'entreprise. Et je sais que on a plutôt tendance à aller vers le zéro papier, mais au vu de l'expérience qui est la mienne, c'est bien d'en avoir un peu de côté, parce que c'est ce qui nous a permis de continuer à assumer ou à assurer un certain nombre de fonctions de base. Et puis ensuite, vous rentrez dans la galère de les tensions entre collaborateurs qui explosent, les tensions entre associés qui sont très fortes, les tensions que vous avez vis-à-vis de vous-même, comme je l'ai expliqué en vous disant demain matin, l'école privée que j'avais prévue pour les enfants, ou tout ce que vous pouvez imaginer d'ailleurs, tous les projets en cours, c'est par terre. Et ça, psychologiquement, faut pouvoir l'encaisser et il faut pouvoir garder la tête froide. Et c'est un très, très gros travail qui m'a coûté très cher, je le dis clairement. Aujourd'hui, ma situation est que, suite aux pressions subies, j'ai décidé de me retirer des affaires et je suis en train de vendre mes actions parce que la pression subie, aujourd'hui, c'est 1 an plus tard, mais je ne veux plus jamais revivre ça. Voilà. L'une des meilleures solutions pour ne plus jamais revivre ça, c'est, en ce qui me concerne, de ne plus être en première ligne. Voilà, donc il faut bien mesurer qu'il y a les conséquences techniques, les conséquences juridiques, les conséquences humaines, et c'est cette dimension-là qui est souvent très très difficile à appréhender et pour lequel je conseille à tout le monde vraiment d'écouter et de se faire aider, y compris sur le plan psychologique, parce que c'est un véritable traumatisme et je le souhaite à personne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne sort pas indemne et on ne sort pas sans être profondément marqué et changé d'une telle expérience. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et pour essayer d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Merci infiniment Stéphane pour ce témoignage. Et vous l'avez compris, l'intervention dont il a bénéficié lui coûte très cher aujourd'hui puisqu'on lui a demandé de bien vouloir témoigner le plus souvent possible de son expérience vécue. Et je pense que ça remplace beaucoup de grands discours d'avoir un cas concret et surtout une issue derrière et une société qui a pu repartir. Donc encore une fois, merci pour cette intervention. Alors, je confirme, la société est repartie. Que la société, je dirais, va poursuivre sa vie et j'en suis très très heureux. Mais voilà, après, il y a la dimension psychologique qui, elle, laisse des traces. Et ça, c'est une dimension que aussi le chef d'entreprise dans une telle situation a besoin d'accompagnement, a besoin, et je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont été, excusez-moi, à nos côtés durant cette épreuve. Je suis désolé pour l'émotion, mais c'est encore, vous voyez, très vif et ça fait plus d'1 an. Merci encore Stéphane pour votre intervention. Comme le temps... Merci. Et merci de votre soutien à son égard. Comme le temps nous a un peu compté, j'enchaîne rapidement sur la partie qui m'est dévolue. Un petit mot de Rémi Daudigny, notre représentant Annecy, région Occitanie et même Grand Sud-Ouest, je crois, qui me rappelle l'existence de l'adresse mail cybermalveillance, du site internet cybermalveillance.gouv.fr, qui va aussi vous permettre une porte d'entrée à l'égard de la police-justice, donc pour bénéficier de méthodes de sensibilisation, pour bénéficier d'accompagnement et puis de remédiation et de mise en relation également avec la police et gendarmerie, et qui vous permettra également de bénéficier d'entreprises bénéficiant d'un label cyber-expert pour à nouveau faire en sorte que le remède ne soit pas pire que le mal et que le prestataire que vous allez faire intervenir ne casse pas davantage le système que l'ont fait les pirates qui sont intervenus. Donc vous voyez, les portes d'entrée se multiplient là aujourd'hui pour trouver le bon interlocuteur et pouvoir réagir extrêmement rapidement pour, encore une fois, figer la scène de crime, essayer de récupérer le maximum d'informations. Le cas échéant, on peut aussi faire appel à des constats d'huissier de justice pour arriver à figer un certain nombre de choses, pour figer des logs, pour garantir que leur conservation n'a pas été altérée. Mais bon, de toute façon, l'huissier de justice va travailler sous le contrôle d'un expert informatique ou d'un informaticien parce qu'il n'a pas forcément le savoir-faire
savoir-faire. Alors une fois qu'on a déposé la plainte, une fois qu'on a éventuellement sauvé les machines, on va se poser la question de savoir mais est-ce qu'on aurait pu éviter que ça arrive tout ça. Et si on n'a pas pu récupérer toutes les données, on a un préjudice, on va essayer de faire payer ce préjudice-là par, si possible, la terre entière. Généralement, la terre entière va se résumer à votre prestataire informatique et à votre assureur. Sauf à vraiment isoler et identifier le tiers responsable de l'infraction. Alors si on est sur un piratage qui vient de l'intérieur, on peut arriver à enquêter, à retrouver assez rapidement l'auteur de l'infraction. Si ça a été une attaque commise depuis l'autre bout du monde, évidemment, il y aura davantage de difficultés avant de retrouver l'auteur de l'infraction et avant de le faire payer la réparation du préjudice en résultant suite au piratage dont vous avez été victime. Globalement, du coup, vous allez vous retourner assez rapidement contre vos prestataires informatiques et contre les assureurs éventuellement si vous aviez souscrit les assurances cybermenaces ou des garanties de perte d'activité ou de ce type de choses. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le mouvement global au niveau juridique ne va pas vraiment dans le sens d'une meilleure responsabilisation des acteurs, puisque ce que je constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus les prestataires informatiques poussent vers le cloud, poussent vers un hébergement de la solution en SaaS, donc service as a software. On n'a même plus une licence installée sur un ordi, on accède à un service à distance et on espère que le prestataire va conserver vos données au moins aussi bien que vous. Sauf que au-delà des promesses commerciales qu'on a dans les slides qui vous sont présentés, quand on regarde les conditions générales, on s'aperçoit qu'en réalité, plus ça va, plus les prestataires informatiques essayent de s'exonérer de toute responsabilité dans les contrats et vous disent globalement, s'il y a une faille de sécurité, s'il y a vos données qui sont inaccessibles pendant 12 heures, 24 heures, etc., on vous indemnisera à hauteur de pas grand-chose en réalité, et vous vous retrouvez dans une situation où l'activité de la société est complètement verrouillée et où vous ne pouvez pas avoir de recours direct contre votre prestataire informatique. Donc je vous invite à regarder les contrats que vous avez signés avec vos prestataires informatiques, de vérifier les engagements de résultats, de vérifier les délais d'intervention du prestataire et les pénalités éventuellement qu'il pourrait y avoir si la situation n'est pas rétablie dans le délai. Et donc soyez à mon avis vigilants là-dessus. Testez également, au-delà des promesses qui sont faites par vos prestataires informatiques, il faut régulièrement faire des contrôles, auditer la sécurité pour s'assurer que les sauvegardes se font bien, parce que généralement les problèmes sont en chaîne. Il y a un crypto-locker et puis c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la sauvegarde de la veille n'a pas fonctionné. Et donc il y a toute cette démarche-là à avoir. Et si on suit la logique des prestataires informatiques qui ne garantissent de moins en moins de prestations, leur message c'est de vous dire si ça ne vous suffit pas, allez vous assurer. Souscrivez une assurance qui va vous garantir contre des cyberattaques, cybermenaces et contre les conséquences qui pourraient en résulter, notamment en termes de perte d'exploitation ou de fermeture de l'entreprise. Et là, à nouveau, on a un autre sujet, puisque je ne vous cache pas que les relations avec les assureurs, quand il s'agit de se faire indemniser, ne sont pas toujours d'une grande tendresse et qu'il faut généralement ferrailler un petit peu pour faire entendre raison à l'assureur. Mais plus encore aujourd'hui, les assureurs se rendent compte que c'est un marché qui est assez peu rentable pour eux. C'est-à-dire que par rapport au nombre d'entreprises qui se font assurer aujourd'hui et par rapport au coût des sinistres qui interviennent à la suite de piratage avec des journées, des semaines, des mois de suspension d'activité, les assureurs vont avoir tendance à réduire et à restreindre de plus en plus leurs garanties. Donc il faut être vigilant aussi et relire attentivement ces contrats-là. Pour en avoir lu pas mal des contrats d'assurance cybermenace, il y a vraiment à boire et à manger. Il y en a qui vous couvrent à peu près correctement et d'autres où en réalité, à part vous mettre à disposition un prestataire technique pour garder la porte, ça va se résumer à peu près à ça. Donc prenez le temps de réexaminer tous ces éléments-là. Et également d'aborder la sécurité informatique et la sécurité des données, également sous l'angle RGPD qui est important. RGPD, ça peut être vu comme une contrainte administrative supplémentaire qui s'impose aux entreprises. C'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut l'aborder comme un outil supplémentaire de sécurité qui va vous permettre de savoir comment vous sécurisez vos données, en lien avec le responsable de la sécurité du système d'information, en lien avec la politique de sécurité de l'entreprise. Et donc, il est fondamental de se poser ces questions-là, de vérifier quelles sont les données qu'on a en interne, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et de voir derrière, puisqu'on est obligé de le déclarer dans les registres RGPD, de voir comment l'information est sécurisée en interne, comment, qui peut y accéder, et dès lors qu'on sous-traite à quelqu'un, à un tiers, l'hébergement de données ou carrément l'hébergement de tout ou partie du système d'information, le responsable du traitement est responsable de la sous-traitance qu'il fait et responsable de la sécurité des données dont il a sous-traité la gestion. Et donc il est fondamental là aussi de ne pas s'arrêter aux promesses commerciales de vos sous-traitants en la matière, qui vous diront toujours qu'eux ils font
leurs meilleurs efforts et que ça ne peut pas arriver les piratages chez eux. L'expérience montre que même les plus grands, les piratages sont fréquents. On a vu l'exemple OVH il n'y a pas très longtemps en France. Il y a eu plein d'autres exemples de grandes entreprises qui ont des moyens considérables pour sécuriser leur infrastructure et qui n'y parviennent pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de confiance mal placée à avoir. Il faut simplement lire les engagements qui sont pris par vos prestataires et vos assureurs. Ils sont contenus dans les conditions générales, nulle part ailleurs. Le reste, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Et donc, relisez ces éléments-là et n'hésitez pas à changer ou à demander des garanties supplémentaires pour être, au moment où il y a un sinistre qui se produit, être couvert de manière efficace et pouvoir un recours. Il vaut mieux pouvoir appeler en cause l'assureur de votre prestataire informatique que le vôtre. Ça sera toujours préférable. Donc là aussi, à nouveau, soyez vigilants sur ces questions-là. Ce d'autant plus qu'on va avoir des mouvements qui vont se mettre en place également vis-à-vis des assureurs, puisqu'il y a un effet de bord curieux, c'est-à-dire que les assureurs américains ont arrêté bien plus tôt que les assureurs français de payer les rançons. Il y a une question qui a été posée là-dessus sur le chat. Est-ce que les assureurs payent les rançons? Oui, dans certains cas, en fonction du contrat d'assurance que vous avez souscrit, l'assureur peut se retrouver à payer la rançon. Mais il va globalement le faire de moins en moins, d'abord parce qu'il se rend compte que c'est pas du tout rentable pour lui, et d'autre part parce que à partir du moment où les assureurs américains arrêtent de payer les rançons, le message à l'égard des pirates, c'est à arrêter d'attaquer les États-Unis, aller attaquer l'Europe et la France en particulier, puisque les assureurs sont plus généreux. Donc le message est délétère, et donc pour cette raison-là, il faut s'attendre à ce que les assureurs, de toute façon, de manière globale, arrêtent de payer les rançons, ce qui est de toute façon une mauvaise pratique, telle que le rappelait Antoine Dufour, puisque ça alimente les réseaux de cybercriminalité. Je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous raconter sur le sujet. Je me permets de jeter un petit coup d'œil sur les questions qui avaient été posées. Donc, avons-nous des exemples concrets de paiement de rançon couverts par les assurances? Je suis interloqué là. Donc là, effectivement, je vous avais répondu, ça dépend des cas et ça dépend surtout du montant de l'assurance que vous avez souscrit. Les assureurs qui payent les rançons ne sont pas les meilleurs marchés. Donc, remerciements à Stéphane Tesson et pour ce témoignage et le happy end. Stéphane Tesson, bravo pour votre témoignage, excellente continuation sur votre nouvelle étape. Un autre message, à l'autre bout du tram T1, la RNTP ou MET présente des nouveautés dans le domaine des transports, dont de nombreuses solutions de big data avec des solutions en cloud. Les régies comme Tisséo doivent-ils sécuriser les données des voyageurs, tickets, abonnements voyage et des conducteurs? Baptiste, une petite visite du RNPT pour aller voir ce qui se passe dessus. Alors, je ne prends pas souvent le tram ni le métro, mais avec plaisir. Et la réponse est évidemment oui, puisqu'à partir de... On est sur des données qui sont des données liées à un individu, qui sont des données qui peuvent révéler énormément de choses, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué. Mais il faut faire passer le message que les données personnelles et les données en règle générale sont des choses qui ont une valeur marchande. Il y a des gens dont c'est le métier, qui ont pour métier de croiser les données et de vraiment commercialiser ces données et de vous profiler au mieux. Et donc typiquement, les données qui sont liées au déplacement, vous avez pris un ticket de métro à telle heure, à tel moment, vous avez poinçonné votre ticket pour aller de tel endroit à tel endroit, ça va donner énormément d'informations sur vous et ça va potentiellement révéler des informations qui sont très privées, puisque si j'ai un copain, j'ai une copine qui habite à tel endroit, je vais me retrouver tous les vendredis soirs de 5 à 7 à tel endroit et ça peut dire pas mal de choses sur moi. Donc c'est des données qui sont importantes, directement ou indirectement, et de fait, sur des organismes aussi gros que Tisséo, c'est une évidence qu'il y a un besoin de sécurité important et sur une durée très longue. Et je compléterai sur une approche juridique, après je vous donne la parole ensuite, sur le fait qu'au-delà de l'obligation évidemment technique, juridiquement et notamment au niveau du RGPD, il y a une obligation de sécuriser les données en fonction de leur sensibilité, et derrière donc des sanctions qui peuvent être très lourdes, puisque maintenant on est sur 2 à 4% en cas de récidive du chiffre d'affaires. Donc c'est pas de la marge réalisée par l'entreprise, c'est du chiffre d'affaires. Donc ça peut être des montants considérables, et donc il faut d'une part, les entreprises doivent sécuriser, mais également en tant que
que citoyen, en tant qu'individu, on a également un rôle à jouer pour aiguillonner les entreprises. On a aujourd'hui des textes de loi qui nous protègent en tant que citoyen, en tant que consommateur, d'individus de manière considérable, mais personne ne va exercer vos droits à votre place. Et donc c'est à nous d'exercer individuellement nos droits d'accès, de vérification, etc. et de refuser de transmettre les données à des entreprises indélicates ou à des entreprises qui ne justifieraient pas d'un niveau de sécurité suffisant, et donc de faire son marché, de ne pas faire confiance aveuglément à n'importe qui. Et pour avoir joué un petit peu à ça en faisant des recours sur les traitements de données personnelles, dès qu'on gratte un petit peu derrière, les entreprises sont extrêmement mal à l'aise et sont les premières à essayer de trouver des solutions, voire indemniser carrément le temps que vous avez consacré à essayer de protéger vos données. Donc utiliser les outils à votre disposition, c'est pas du temps perdu. Bonjour messieurs. Alors déjà vous m'avez tendu une perche vers le sujet que je voulais apporter, donc merci beaucoup. C'était par rapport au RGPD. Je sais que la course vers la sécurité est quelque chose de très difficile à mettre en place, qu'on est toujours très vite dépassé en tout cas par les criminels et la cybercriminalité. Cependant, est-ce que vous avez justement déjà vu des entreprises qui n'osent pas porter plainte parce qu'elles savent que si elles portent plainte, on va voir rapidement qu'elles n'ont pas fait le nécessaire pour le RGPD et elles peuvent justement avoir beaucoup plus de pénalités que de pertes en termes de cybercriminalité en fin de compte? Comme le rappelait Antoine, il va y avoir double peine parce que à partir du moment où il y a une obligation de dénoncer les failles de sécurité ou que la CNIL en tout cas vous dit ça concerne suffisamment de données pour justifier une alerte à l'ensemble des personnes, si vous ne l'avez pas fait en amont spontanément, si vous n'avez pas préparé une cellule de crise pour pouvoir répondre à vos clients inquiets qui vont pas manquer de vous appeler, de vous envoyer des mails, ça va se faire de manière brutale. C'est la CNIL qui va vous imposer une communication qui va se faire du coup de manière anarchique. Vous ne serez pas préparé pour répondre à vos clients et pour avoir un message commercial rassurant. Et donc vous allez avoir une double peine dans le sens où l'information va circuler, le message potentiellement négatif à l'égard de l'entreprise va circuler, et derrière vous ne serez pas préparé pour y répondre et pouvoir expliquer que vous aviez malgré tout mis en place toutes les mesures justifiées nécessaires. Donc garder le silence aujourd'hui, je pense que ce n'est plus une option. Ça l'a été encore sur les années écoulées. On a vu les entreprises qui mettaient la poussière sous le tapis et généralement avec des effets délétères derrière. Donc le silence aujourd'hui n'est plus la bonne solution. Exactement. Bon, il y a quand même malheureusement encore la politique du pas vu, pas pris, mais on voit très bien beaucoup d'exemples tels que malheureusement Carrefour qui se sont fait prendre parce que les emails étaient accessibles directement. Donc on se dit des fois dans la masse peut-être attendre et se débrouiller parce on perdra moins à s'être fait prendre par une cyber attaque plutôt que coincé par la CNIL. Oui, alors pour revenir sur les dépôts de plainte, évidemment il y a un chiffre noir. Le nombre d'attaques est considérable, il est croissant et évidemment le nombre de plaintes augmente. Alors est-ce qu'il augmente aussi vite que le nombre d'attaques? J'en doute. C'est sûr que beaucoup d'entreprises ont ce premier réflexe un peu auto-centré de protéger leur image. J'en reviens toujours au même problème, dissimuler cette attaque, payer une rançon ou sur un problématique de fuite de données. De toute façon, si cette attaque arrive sur la place publique, les ressorts en termes d'image sont beaucoup plus délétères que s'ils avaient anticipé, pris en charge, soit par des cellules de communication et des cellules techniques sur la gestion de la perte de données. Donc, évidemment, je pense qu'on va aller vers une croissance des plaintes. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, toutes les sociétés sont concernées. On a vu aux États-Unis, ils sont capables d'attaquer un pipeline et de bloquer la fourniture d'essence pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc, moi je le redis, payer, c'est donner de l'argent à la personne qui vous a attaqué pour qu'elle se prépare à mieux vous attaquer la fois d'après. C'est comme si vous donniez à votre cambrioleur le mot de passe de votre maison, mais vous dites tu reviens plus. Forcément, la fois d'après, il va taper le mot de passe de l'alarme et puis il va rentrer sans vous prévenir. Donc évidemment, il y a un chiffre noir. Et nous, notre objectif aujourd'hui, avec des interventions comme celle-ci, c'est de vous sensibiliser, de vous dire venez nous voir, nous on n'est pas là pour vous taper dessus, au contraire, on est là pour vous aider.
Je me permets encore une remarque là-dessus sur le fait de dénoncer et de lever la main quand on est victime d'une cyberattaque. C'est aussi pour se couvrir. Antoine l'avait rappelé également tout à l'heure. Mais imaginez que vous avez les données de centaines de milliers de vos clients dans la nature. Chacun de vos clients peut faire une action individuelle pour demander réparation de son préjudice. Aujourd'hui, ça se pratique assez peu. Les gens n'osent pas, ne savent pas. Le système de class action en France marche modérément sur le système. Ça va se développer de plus en plus. S'il y a des numéros de carte bancaire, à plus forte raison, il y aura des plaintes de consommateurs. Si demain, une entreprise reçoit 2000 plaintes de consommateurs, de ses clients, qu'est-ce qu'elle va pouvoir leur répondre si elle leur dit, suite à la piratage dont on a été victime, qui concerne donc les données de vos données clients, une entreprise qui dirait je n'ai absolument rien fait et j'ai mis la poussière sous le tapis, va engager également sa responsabilité d'un point de vue juridique. C'est-à-dire en termes de recours, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de limiter la menace et de la circonscrire et d'informer les gens? Absolument rien. Et donc l'entreprise va engager sa responsabilité directement à l'égard des personnes qui auront été victimes derrière elle du piratage, sans avoir aucun recours, puisqu'on lui dira mais si vous n'avez pas déposé plainte, c'est que vous saviez que ça venait de vous, de l'intérieur, que c'était vous qui aviez une faille de sécurité, donc vous êtes seul responsable. Si ça avait été une attaque externe, vous auriez évidemment porté plainte. Donc vous pouvez vous retrouver en grande difficulté par la suite pour justifier du fait que vous avez pris les recours et mis les mesures appropriées. Alors, je rajouterai un petit mot, entre guillemets, sur ma partie. Il y a le risque réputationnel qu'on a beaucoup évoqué, mais il faut aussi ajouter la philosophie qu'il y a derrière les attaquants. Les hackers, en règle générale, ont le goût du défi, ont le goût du challenge. Et si vous avez pour intention de cacher cette attaque, c'est un milieu où il y a énormément d'ego. Et donc, le but du jeu, c'est de faire du bruit, beaucoup de bruit. Plus on nous voit, mieux c'est. Plus on gagne de l'argent, mieux c'est. Et donc, de fait, si vous cachez un petit peu ça, si vous cachez une attaque, un fait d'armes, etc., les attaquants vont se faire un malin plaisir, au contraire, d'essayer de divulguer ça au plus grand nombre et d'essayer de vous causer du tort. Donc, c'est vraiment aussi une question de milieu. Il faut saisir qui vous avez en face de vous. Et donc, ils vont, si vous dites non, c'est bon, on fait pas de bruit, vous inquiétez pas, je paye pas, mais s'il vous plaît, soyez sympa, ils vont faire absolument le contraire de ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment, faut aussi saisir ce milieu-là et les personnes que vous avez en face. J'ai une remarque sur le forum qui dit oui, j'ai subi le cas d'un grand groupe qui a subi un ransomware. Son activité a été bloquée 4 jours et la direction a imposé le silence à ses salariés informés de l'attaque. Oui, c'est bien de croire au silence, mais à un moment donné, généralement, l'information, elle circule beaucoup plus vite que le souhait de le chef d'entreprise et elle arrive d'une manière ou d'une autre. On me dit qu'il y a une question au fond de la salle, oui. Oui, bonjour. Alors moi, je vais juste poser une petite question côté, on va dire, victime collatérale. Je fais partie des gens pour qui, dont les données ont été leakées suite au piratage de la PHP pour les tests Covid. Donc, du coup, on a reçu un mail RGPD disant attention aux tentatives de phishing, etc. Donc ça, c'est déjà bien. Mais du coup, sur le un peu moyen court terme, qu'est-ce qu'on a comme démarche de notre côté? Parce qu'à part attendre que peut-être quelqu'un utilise nos données, etc., c'est un peu flou. Est-ce que nous, on doit faire une démarche justement de porter plainte, comme vous disiez, peut-être, je ne sais pas, une plainte collective ou autre? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que victime, en fait? Alors pour le dépôt de plainte, vous pouvez faire un dépôt de plainte en tant que victime collatérale sur un vol de données, hein, parce que c'était votre identité qui a été volée sur le site de la PHP. Maintenant, il faut être vigilant. Par exemple, c'est de la donnée qui peut être utilisée pour vous escroquer, vous, puisque vous pouvez avoir derrière toutes les informations qui vous concernent, qui peuvent être utilisées pour fiabiliser ensuite une attaque sur vous en tant que particulier. Ça arrive très régulièrement, on en parle souvent du phishing. Typiquement, moi l'an dernier, j'ai été contacté par Darty avec un mail hyper bien fait d'une commande faite pour un ordinateur à 800 €, livraison à Marseille. Tout était vrai, hein, mon adresse, mon nom, mon prénom, il y avait tout. Sauf que la seule info qui manquait, c'était ma carte bancaire. Et il y avait un gentil lien qui écrit « Voulez-vous annuler votre commande ?» Alors en plus, moi, je travaille dedans, donc je vois ça, je commence à paniquer. Et puis après, en reprenant du recul, je me dis « Non, mais je ne vais pas me faire avoir, c'est quand même mon travail. » Mais c'était tellement bien fait que moi-même, j'allais cliquer sur le lien. Alors je l'ai fait pour regarder en respectant certaines choses. Et effectivement, il demandait les coordonnées bancaires intégrales de ma carte, le code de sécurité tant qu'à faire. Donc, voilà. Donc, le principal risque aussi derrière pour vous, c'est que ce type de vol de données vienne donner lieu derrière à une attaque ciblée
avec des informations très précises sur vous qui peuvent ensuite fiabiliser une tentative d'escroquerie ou un autre type d'infraction. Voilà. Je crois avoir vu dans votre cas particulier des infos sur le site de la CNIL sur le suivi qui est fait là-dessus. Donc, évidemment, avec une action pas de groupe, mais en tout cas un regroupement qui se fait. Donc, je vous invite à suivre ça de près. Il me semble de mémoire, et peut-être Rémi me corrigera, mais que Cybermalveillance a mis quelque chose à disposition. Il y a un formulaire, je crois, pour justement faciliter les procédures. Donc vous pouvez, il y a des choses à disposition dans le but justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées et concernées, d'entamer une procédure à plusieurs. Oui. Du coup, j'ai juste une question bonus, désolé. Est-ce que juste savoir ce qu'il y aura une démarche d'État, un peu comme le site Have I Been Pwned, par rapport aux adresses email et leaks. Est-ce que par rapport à une identité, est-ce qu'on pourrait déjà se rechercher, savoir est-ce qu'on aurait des données connues, leakées, que ce soit pour croiser des sites ou des choses comme ça? C'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Sur le site que vous avez mentionné, justement, Troy Hunt, qui est la personne, le créateur derrière ce site-là, a fait un gros travail niveau légal. Dans les conservations des données et dans ce qu'il garde, il ne peut pas tout garder. Et justement, quand il y a eu la faille la fuite de données de Facebook, il a rajouté la capacité de se chercher par numéro de téléphone, mais même ça, il l'a fait un peu à reculons. Parce que avoir des numéros de téléphone dans son système, c'est déjà des données personnelles et c'est déjà un pas de trop pour lui. Aujourd'hui, il a un système qui marche très bien. Il y a notamment le FBI qui collabore avec lui, qui lui a donné des données. Il a d'autres services de plusieurs pays australiens, et je crois de mémoire, il est australien lui-même, qui lui ont donné des données pour alimenter son site internet. Aujourd'hui, un site de ce type-là en France, je ne sais pas. De ma petite fenêtre et de mon point de vue, je ne pense pas à court terme, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a un intérêt? C'est une évidence. Est-ce qu'il y a un besoin? C'est sûr aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que la personne, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Il y a le côté légal, il y a un côté technique, parce qu'on parle de beaucoup de données, on parle de plusieurs milliards de données dans ce cas-là. Et il y a aussi un côté où le système pourrait être abusé assez facilement si on l'ouvre trop. Donc c'est vraiment un sujet sensible. Il y a un sujet, c'est une évidence, il y a un besoin. Il faut qu'il soit adressé. La question c'est est-ce qu'il est en train d'être adressé? Je ne suis pas certain au niveau français en tout cas. Alors on va devoir laisser la place à la conférence suivante. Dernière question, je crois qu'on ne peut pas encore déposer de plainte en ligne, mais ça ne va pas tarder, on devrait pouvoir progresser là-dessus. On y arrivera peut-être, en tout cas des pré-plaintes ou des choses comme ça. Le pré-plainte fonctionne déjà et permet de gagner du temps. Je vous remercie, je remercie les intervenants qui m'accompagnaient aujourd'hui d'être venus. Je vous remercie de votre attention. S'il y a une ultime question, mais je crois qu'on est vraiment très court en termes de temps, donc je vous remercie à ce stade, je vous remercie de vos questions et de votre écoute. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine intervention ou conférence. Merci à vous. Simplement un petit ajout, à la sortie, il y a des documents de la police judiciaire sur les réflexes avec des adresses mail, notamment tous les sites qui sont rappelés, cybermalveillance et autres, qui sont des points de contact où il faut aller parce que les sites sont bien faits aujourd'hui pour vous accompagner en tant que particulier ou société si vous êtes victime. Voilà. Merci à vous.